Bonjour tout le monde. Alors, je fais cette émission parce que j'ai lu le Métal Hurlant numéro 10 là, de la nouvelle mouture. Et dedans, il y a une interview d'Alan Moore que j'ai trouvé très intéressante et que je voulais vous partager. Alors, Alan Moore, moi, je m'étais jamais renseigné sur lui plus que ça. J'ai lu Watchmen et puis j'ai lu son run sur la créature du marais. Mais le personnage, je savais qu'il était plus ou moins controversé qu'il avait des opinions politiques assez marquées, mais c'est à peu près tout ce que j'en savais, quoi. Et j'ai trouvé ça très révélateur, son interview dans Metal Hurlant. Et je trouve qu'il a des opinions qui sont assez surprenantes pour quelqu'un qui avait, au moment de l'interview, parce que je crois elle a été réalisée en 2020, euh, il avait 66 ans à l'époque. Il en a 70 maintenant. Et voilà. Voilà, j'ai trouvé ça assez pertinent. Je trouve qu'il a une lucidité sur la société qui manque à pas mal de gens de son âge, sans vouloir être méchant. Voilà. Donc je vais vous lire ça. Alors je vais garder ma voix normale pour faire les réponses d'Alan Moore. Euh, Et je vais prendre cette voix déformée pour faire les questions de l'intervieweur qui s'appelle Jean-Emmanuel Deluxe, donc c'est lui qui a recueilli l'interview et qui l'a traduit de l'anglais vers le français. bon, et ben c'est parti, on y va? Ah oui, il y a l'intro avant. On ne présente plus Alan Moore, le génial sorcier de la culture pop qui a révolutionné depuis son Northampton natal le monde des comics. Fort déçu par l'industrie de la BD, il est devenu un auteur majeur de la littérature et de l'audiovisuel. Réalisé en pleine pandémie, juin 2020, et jamais publié, cette interview révèle un esprit vif et analytique qui continue de nous offrir un éclairage pertinent sur les changements de notre société. Vous avez dit que les super-héros grand public étaient essentiellement des fantasmes d'hommes blancs. Mais il semble que Marvel et DC, ainsi que Netflix, essaient de diversifier leurs personnages. Je me demande si tout ce processus n'est pas artificiel. Je pense au remake des Misérables de la BBC avec un acteur noir jouant Javert, au point que les jeunes Britanniques peuvent supposer qu'être noir et chef de la police était possible dans le Paris du XIXe siècle. Alors comment l'industrie du divertissement peut-elle offrir plus de diversité sans être condescendante et artificielle? Au fantasme des hommes blancs, il convient d'ajouter le qualificatif important de classe moyenne. Le premier super-héros de bande dessinée était un fantasme d'émancipation de la classe ouvrière de l'époque de la Dépression, créé par deux adolescents de Cleveland qui en étaient eux-mêmes issus. Je pense qu'on peut le définir comme un personnage élevé parmi les pauvres de la campagne, qui pouvait utiliser sa super force pour battre les briseurs de grève et projeter les propriétaires de taudis au-delà de l'horizon. Les bandes dessinées, du moins dans le monde anglo-saxon, étaient à l'origine destinées aux classes défavorisées. Un os culturel à ronger, jeté aux plus démunis en partant du principe que les travailleurs étaient enfantins, simples d'esprit, à peine alphabétisés et seulement capables de suivre une histoire s'il y avait des images pour les aider à la comprendre. Les plus grands créateurs de bandes dessinées grand public étaient tous issus de la classe ouvrière. Jack Kirby, Wally Wood, Steve Ditko, Leo Baxendale, Frank Bellamy, Ken Reid, Gardner Fox, etc. Ils ont tous vu leur création leur être enlevée et confiée à des valets d'un autre milieu social, soumis aux règles de l'entreprise sur lesquelles on pouvait compter pour ne jamais protester et ne jamais soutenir un créateur assez courageux pour soulever les objections. L'industrie de la bande dessinée a toujours été entre les mains de conservateurs rapaces issus de la classe moyenne qui n'accepteront les valeurs progressistes que s'ils y sont contraints, légalement ou économiquement. Je pense que cela explique de manière adéquate la position de l'industrie de la bande dessinée à l'égard des femmes, des minorités ethniques et des personnes d'orientation sexuelle différente. Les préjugés de l'industrie sont intégrés dans sa structure d'entreprise et y sont présents depuis sa création. Les véritables progrès dans l'industrie de la bande dessinée sont toujours venus de la base, généralement face à une réticence ou une résistance farouche de la part de la direction.
Jack Kirby, par exemple, semble avoir toujours été préoccupé par la diversité raciale dans son travail. Sa création de Black Panther illustre bien la place des personnages issus de minorités ethniques dans le monde de la bande dessinée. Après s'être approprié le personnage de Kirby, la société ne semblait pas savoir comment le gérer. Je me souviens que, pendant un certain temps, le personnage est devenu simplement Panther, sans doute pour éviter toute identification avec le mouvement révolutionnaire des Black Panthers de Bobby Seale et Eldridge Cleaver. Puis dans les années 1970, un auteur de Marvel Comics plus sensible aux questions sociales que ses collègues a suggéré d'utiliser le personnage pour mettre l'accent sur d'authentiques problèmes noirs. Peut-être consciente du fait que son public était composé en grande partie de lecteurs noirs des quartiers défavorisés, du moins par rapport à la poignée de créateurs noirs qui ont été autorisés à travailler dans l'industrie, l'entreprise a étudié cette possibilité mais a rapidement abandonné le projet après avoir suscité une réaction négative auprès des détaillants du sud des États-Unis. C'est là, je crois, le nœud du problème et je pense qu'il s'applique à d'autres domaines de la culture au-delà des limites de l'industrie de la bande dessinée. Si les entreprises commerciales semblent accorder une attention sérieuse aux personnages minoritaires, c'est toujours parce qu'on leur reproche leur manque de personnages et qu'elles craignent que cela ne se traduise par une baisse de leurs ventes. Il y a quelques années, Marvel Comics publiait de nombreux communiqués de presse soulignant son nouvel engagement en faveur de la diversité, avant de faire marche arrière lorsque son public principal, composé d'environ 100 000 amateurs de super-héros d'âge moyen, a exprimé son mécontentement par le biais du mouvement au nom ahurissant de Comicsgate. Je soupçonne ces personnes de croire que le mot gate signifie conspiration et que Richard Nixon a été renversé par une conspiration impliquant de l'eau. En bref, les personnes qui contrôlent l'industrie de la bande dessinée n'ont jamais eu de position morale sur quoi que ce soit et ne peuvent donc que réagir au hasard des changements de la société, sans aucune compréhension des questions en jeu. Je pense que c'est le cas dans tous les médias. Alors pour ce qui est de savoir ce qu'il faut faire pour remédier à cette situation, est-il excessif de suggérer que les personnes en charge de nos médias de divertissement développent une sorte de position morale ? Ainsi, un acteur comme Idris Elba pourrait être placé naturellement dans un film pertinent et puissant au niveau de l'excellente série The Wire de David Simon, plutôt que d'être casté en tant que divinité la moins nordique du monde teuton dans un film de super-héros. Lorsque le réalisateur Mitch Jenkins et moi-même construisions notre long métrage The Show, il nous a semblé tout à fait naturel, conformément à nos positions morales et politiques antérieures, de refléter le monde dans lequel le film se déroule, en faisant en sorte qu'environ la moitié des personnages clés soient des femmes et qu'un nombre significatif d'entre eux soient noirs ou métis. Nous n'avons même pas eu à en discuter ou à en délibérer. Cela s'est simplement produit en conséquence de nos convictions existantes. Sans elles, sans la moindre compréhension éthique de la société qui les entoure, il me semble que la réponse des entreprises impliquera toujours une forme ou une autre de symbolisme et la conviction que la diversité est simplement une question d'augmentation du nombre de jetons. Dans le passé, le monde de la création a dû lutter contre toutes sortes de censures, le code Hays, le Comics Code Authority, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de code, mais il semble que beaucoup de gens se sentent interpellés par ce qu'ils regardent ou lisent. Les médias sociaux se transforment en une machine à standardiser. Je pense également aux SJW, Social Justice Warriors, guerriers de la justice sociale, qui veulent interdire certains livres, à l'instar des fanatiques religieux à l'autre extrémité du spectre. J'aimerais connaître votre opinion sur la censure contemporaine. Pensez-vous par exemple que les bandes dessinées underground des années 60 seraient possibles aujourd'hui ou si elles seraient jugées offensantes ? Je pense que je dois décomposer cette question avant de pouvoir y répondre. Le code Hays et le Comics Code, que je suis fier d'avoir contribué à démanteler, étaient tous deux des systèmes de censure imposés d'en haut par des intérêts politiques et commerciaux conservateurs, comme cela a toujours été le cas dans le monde occidental au cours de ma vie. Bien que je n'ai aucun intérêt personnel pour les réseaux sociaux, je ne vois pas en quoi le fait que des personnes prennent position sur des questions qui les touchent, alors qu'en tant qu'individus, elles n'ont manifestement pas le pouvoir de faire aboutir ces objections, peut être considéré comme équivalent à de la censure. En fait, ces 10 dernières années, je remarque que, à chaque fois que se posent des questions relatives à la liberté d'expression, elles semblent principalement soulevées par des conservateurs qui confondent le fait d'être censuré avec le fait d'être critiqué.
J'ai observé de nombreuses personnalités de droite, tant ici qu'en Amérique, affirmer dans les médias nationaux et internationaux leur conviction que les personnes ayant leurs opinions politiques sont réduites au silence, apparemment sans se rendre compte de la contradiction de ces affirmations diffusées dans le monde entier. Très souvent, ces affirmations d'oppression semblent se résumer au souhait de pouvoir raconter des blagues sur le viol ou sur la race, sans que personne ne vous fasse remarquer que vous êtes un trou du cul. La critique n'est pas la censure. Historiquement, dans presque tous les cas auxquels je peux penser, c'est la critique qui finit par être véritablement censurée, généralement par les intérêts politiques et commerciaux conservateurs mentionnés plus haut. N'étant pas impliqué dans les réseaux sociaux, je ne connais pas la plupart de leur terminologie. Et si vous aviez posé la deuxième partie de votre question il y a 6 mois, je n'aurais pas eu la moindre idée de ce que vous entendiez par le terme SJW. Single Jewish Woman, femme juive célibataire. Strident Jehovah Witness, témoin de Jéhovah strident. Heureusement, depuis, on m'a traité de SJW, et le concept m'a été expliqué par Kevin O'Neill, bien plus mondain que moi. Dans la page des lettres inventées de notre dernière bande dessinée, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, j'ai décrit une partie du public actuel de la bande dessinée comme des incels conservateurs d'âge moyen coincés derrière leur clavier, trollant Alexandria Ocasio-Cortez avec leur t-shirt Batman couvert de Pringles. Et j'ai également suggéré que c'était un facteur contribuant à notre décision à tous les deux de ne plus rien avoir à faire avec l'industrie de la bande dessinée. Kevin a transmis quelques commentaires qu'il avait vus en réponse, dont une réponse wildienne soulignant que les t-shirts en question auraient été des t-shirts Spider-Man. Ouais, assez juste, mea culpa. Avant de continuer à blesser vraiment mes sentiments de flocon de neige sensible en me traitant de vieux SJW idiot, que Kevin a qualifié de sigle des réseaux sociaux de l'alt-right, signifiant Social Justice Warrior. Sans savoir quels livres ces personnes ont apparemment appelé à interdire, ni si elles ont réellement appelé à l'interdiction, ou si elles ont simplement formulé des critiques, je ne peux que souligner que, comme je l'ai dit, étant donné que l'Angleterre et l'Amérique sont toutes les deux dirigées par des gouvernements de droite puissants et clivants, les manifestants de gauche n'ont pas le pouvoir d'interdire quoi que ce soit. Même si ces guerriers de la justice sociale, dont on se moque éperdument, appellent à l'interdiction des livres, ce que je ne pourrai jamais soutenir, il semble qu'il y ait peu de risques que leurs appels soient entendus et encore moins mis en œuvre. Je ne peux pas vraiment assimiler ces personnes, si mal avisées soient-elles, aux autorités religieuses qui ont été la principale source de censure pendant des centaines d'années et qui continuent d'exercer leur influence jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des touristes américains, apparemment des chrétiens fondamentalistes, qui ont insisté auprès du conseil municipal de Northampton pour qu'il occulte les expositions relatives à Charles Darwin dans notre musée local, sans doute au motif que l'évolution est une fausse information, fake news. Les groupes religieux, ou du moins les groupes religieux conservateurs, disposent des structures et du pouvoir nécessaires pour mettre en œuvre l'interdiction, l'autodafé et la censure. Ce n'est pas le cas des critiques de gauche, des féministes ou des minorités. Pour lever toute ambiguïté, je suis un anarchiste de gauche, élevé depuis l'enfance dans une famille ouvrière, socialiste et antifasciste. Nous avons perdu quelques membres de notre famille à cause des nazis et je crains que nous ne l'ayons mal pris. À cet égard, je suis un guerrier de la justice sociale de 2e ou 3e génération qui ne pense même pas que le terme conservateur devrait être considéré comme une position politique, alors que nous avons certainement eu des merdes de ce genre depuis notre préhistoire la plus lointaine. Le nouveau modèle de censure dans le monde occidental semble consister à enterrer l'information sous un Everest d'absurdité, afin de l'annuler sans avoir à se donner la peine d'une censure traditionnelle. Pourquoi se donner la peine de faire taire quelqu'un alors qu'il suffit d'augmenter le volume du bruit de fond jusqu'à ce qu'il devienne inaudible ? Et tandis que la censure autoritaire se poursuit sans relâche, le récit de la censure actuelle semble consister en grande partie en des indignés de droite qui prétendent, au milieu d'un déchaînement mondial de l'extrême droite, qu'ils sont les véritables victimes. En ce qui concerne les bandes dessinées underground des années 60, vous constatez sans doute que toutes les œuvres les plus connues et les plus controversées de cette période sont republiées aujourd'hui dans de somptueuses éditions de luxe qui signent leur acceptation en tant que partie intégrante du patrimoine américain.
Si votre question était de savoir si de tels ouvrages pourraient être publiés aujourd'hui sans susciter de critiques de la part des femmes, des minorités ou d'autres SJW, ma réponse est « j'espère que non ». Aussi excitantes et radicales qu'aient pu paraître les bandes dessinées underground dans le contexte de leur époque, elles apparaissent rétrospectivement comme des fantasmes d'hommes blancs sur la drogue illimitée, la conquête sexuelle et la violence joyeusement imaginée, tout en parvenant à éviter une position politique clairement affirmée. Les bandes dessinées underground, comme l'underground en général, ont échoué dans leur refus d'examiner leur propre sexisme, racisme ou privilège de classe, et en tant que telles, elles ne semblent pas remettre en question le business as usual de la culture américaine, ce qui justifierait la censure. Ma réévaluation des bandes dessinées underground, y compris nombre de mes propres tentatives sous cette forme, m'a amené à conclure que beaucoup de choses que je pensais être des satires du racisme ou de la misogynie propageaient en fait ces valeurs avec désinvolture. En outre, ayant été pendant 30 ans le partenaire d'une des rares créatrices de ce domaine, j'en suis venu à comprendre que la mise à l'écart des femmes était pratiquement une politique de facto. Le récit officiel à propos de la bande dessinée underground, tout comme celui relatif aux écrivains de la Beat Generation et de nombreux autres mouvements contre-culturels, est que tout a été propulsé par une petite poignée d'hommes héroïques. En réalité, le seul artiste underground de San Francisco des années 60 que je connaisse à avoir été authentiquement censuré par un tribunal est ma femme, Belinda Gebbie, qui, peu après son arrivée dans ce pays, a vu sa bande dessinée solo Fresca Zizis saisie, condamnée pour obscénité et dans la plus pure et archaïque tradition britannique, carrément brûlée. Et ce ne sont pas les flocons de neige, les féminazis ou les SJW qui ont fait ça, c'est le système de justice pénale de Margaret Thatcher. En France, une grande partie de l'art, de la littérature, du cinéma, de la musique et même de la presse dépendent des subventions de l'État. L'avantage, c'est que nous avons encore une industrie cinématographique, et que certains artistes vivent de leur art. Mais d'un autre côté, cela empêche beaucoup d'artistes et de journalistes d'être vraiment critiques, puisqu'ils dépendent de l'argent de l'État. J'aimerais connaître votre opinion sur la façon dont l'État français traite la création par rapport au Royaume-Uni. Nous devrions toujours exiger de l'État qu'il soutienne ces artistes, quelle que soit leur position critique ou politique. Mais nous ne devrions jamais nous attendre à ce que l'État écoute ou agisse en fonction de ces demandes. Dans mon propre cas, j'ai toujours supposé qu'il n'y aurait pas de soutien de l'État et que je devrais donc trouver un moyen de faire payer mon travail créatif, générant ainsi son propre soutien financier. Cela n'a pas été facile, mais cela m'a permis de conserver ma propre voix tout au long du processus et de ne pas avoir à modérer mes opinions par crainte d'un retrait de financement. En ce qui concerne les projets de groupe, la première incarnation du Northampton Arts Lab a rapidement appris qu'il n'y aurait pas de subvention du Conseil des Arts et a adopté un modèle que la deuxième version du groupe suit encore aujourd'hui. Se réunir avec des personnes partageant les mêmes idées, créer un magazine bon marché mais passionnant, ou organiser des événements en direct désordonnés mais amusants, demander un petit prix d'entrée ou de soutien pour ces activités, investir l'argent reçu dans un meilleur magazine ou un meilleur événement en direct, répéter jusqu'à ce que toutes les personnes impliquées aient accumulé une expérience pratique de la création artistique dans différents médias et en collaboration, et jusqu'à ce qu'elles aient toutes fait l'expérience de la présentation de leur travail à un public. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'une stratégie idéale qui garantit le succès dans tous les cas. Cependant, elle est au moins possible comme moyen de générer de l'art lorsqu'il n'y a pas d'autre soutien à portée de main. Où en est la contre-culture moderne, et comment vous situez-vous à son égard? Bien que je vois d'innombrables individus engagés, je ne distingue pas de contre-culture unificatrice, ou du moins pas de contre-culture que je reconnaisse comme telle. Je pensais que les contre-cultures étaient considérées comme une source de problèmes et de perturbations sociales, une chose qu'il valait mieux exclure du corps de la société. En réalité, je pense que la contre-culture est une partie intrinsèque de la culture elle-même. C'est la composante de la culture qui la critique et lui permet ainsi de changer et de progresser. Si l'on supprime cette composante, l'ensemble de la culture s'atrophiera et stagnera à cause de son absence. Je crains que ce ne soit là mon évaluation du paysage culturel actuel.
une procession sans fin de reboots et de rediffusions qui n'a aucun moyen de se réinventer. Quant à ma place dans la contre-culture, elle serait à Northampton, où je peux m'impliquer dans des questions politiques locales ou collaborer avec mes nombreux amis créateurs, indépendants de l'existence ou non d'une contre-culture nationale ou internationale. La contre-culture, toujours et partout, commence à la maison. Marcel Duchamp disait que tout pouvait être de l'art, mais il semble que sa farce ait été prise au sérieux. Les investisseurs transforment la Camelote en or, et l'art conceptuel est devenu la nouvelle académie. Comment distinguer l'art intéressant de l'escroquerie ? À la question de savoir si quelque chose est de l'art ou non, je ne peux évidemment que donner une réponse subjective. Il serait toutefois utile de faire la distinction entre l'art en tant qu'art et l'art en tant que marchandise de valeur exclusivement échangée entre personnes fortunées pour qui sa valeur principale est financière ou statutaire. Personnellement, je ne m'intéresse pas à la seconde catégorie. Et pour la première, je pense qu'il suffit de se demander si l'art en question nous interpelle sur le plan émotionnel, intellectuel ou purement sensoriel. Si ce n'est pas le cas, cela ne veut pas dire que ce n'est pas de l'art. Cela peut simplement signifier qu'il s'agit d'un art auquel vous ne répondez pas. Et l'inverse est également vrai. Qu'une chose soit de l'art ou non me semble être une question sémantique, et ni moi ni aucun des artistes que je connais n'y réfléchissons un instant lorsqu'il s'agit de notre travail. Quant au conceptualisme contemporain, si je suis incapable de m'engager avec la plupart d'entre eux, je reste libre de les ignorer. Et voilà, c'est terminé. Il marche pas ces mots, hein. C'est pas mal, hein, il est en forme, hein. C'est cool. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé ou que ça vous a interpellé. Euh, et puis voilà, concernant le numéro de Metal Hurlant dans lequel est cette interview, le numéro 10, euh, il est, il est excellent, hein, au-delà de ça, il y a plein de trucs super intéressants dedans, plein de trucs super beaux. Euh, je vous invite à le lire. Et surtout, je vous invite à écouter l'émission des Humanoïdes Hurlants qui devrait certainement sortir, voilà, mes camarades, hein, où j'avais été invité pour un numéro d'ailleurs, qui font un super boulot, et donc je suis certain que leur émission sera intéressante. Donc, si elle est sortie au moment où vous écoutez ça, allez voir, et sinon guettez la sortie, ça sera cool. Et puis maintenant, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, de bonnes vacances, un bon week-end. Je sais pas quand vous m'écoutez, mais voilà. Je fais des fins, je suis aussi doué pour les fins que Rémi. On voit que j'ai été à bonne école. Allez, à plus!